Et on vient d'apprendre la mort de Didier Roustan. Et Didier est une figure dans le milieu du journalisme et dans le milieu du journalisme sportif. Et c'est vrai que cette mort nous a tous d'abord surpris et en même temps plongés dans un abîme de tristesse. Il se trouve que Didier Roustan, c'est le premier qui m'a fait travailler à TF1 en 1988. Et tous ceux qui l'ont croisé connaissent d'abord son talent, qui est immense, mais aussi sa sollicitude, sa bienveillance, et notamment avec les plus jeunes. C'était il y a 36 ans, en 1988. J'étais arrivé à TF1 et il m'avait fait travailler pour Téléfoot parce que TF1 avait été privatisé en 87 et il y avait beaucoup de journalistes qui quittaient la rédaction. Donc il y avait un espace pour les jeunes journalistes. Christian Jean-Pierre était arrivé ensuite, Hervé Matou était arrivé également ensuite. Et je me souviens que Jean Rénal, Georges Dominique, ce sont peut-être des noms qui ne vous disent rien, mais avaient quitté la rédaction de TF1 et donc il y avait possibilité de faire travailler des jeunes. Didier Roustan, c'est un talent immense, qui a vraiment révolutionné le reportage sportif en France, qui a proposé des choses qui ne se faisaient pas avant. Il était très jeune, il était de 58, donc il avait 21 ou 22 ans lorsqu'il est entré à TF1 en 1976 avec Pierre Cangioni. On pourra appeler d'ailleurs Pierre Cangioni dans quelques instants. Et puis, il avait notamment fait des reportages qui sortaient de ce qui se faisait d'habitude. C'était extrêmement scénarisé. Et puis, il avait un rapport avec les footballeurs où il les mettait en scène, il racontait des histoires. Je me souviens un sujet sur Paganelli, sur Amoros, et toute cette génération de jeunes joueurs. Et puis il a commenté les matchs. Il avait commenté d'ailleurs avec Michel Denisot en 1984, la demi-finale France-Portugal, lorsque la France bat le Portugal dans les dernières secondes. Et puis il était resté jusqu'à TF1 jusqu'en 1988, 89 ou 80, oui, 89, 90. Moi, j'étais resté 2 années simplement avec lui. Il était parti pour Canal+, avec Charles Bietri, où il avait monté un magazine tout à fait innovant également, où il faisait des reportages en longueur. Et puis ensuite, il avait eu cette carrière que vous connaissez, avec un investissement très fort dans le football associatif, football citoyen. C'était une de ses associations. Il se donnait beaucoup pour les autres, pour les jeunes. Et puis vous le voyez régulièrement dans l'équipe TV où il avait ce rôle du président. Et il donnait avec sa sagesse, son expertise, sa connaissance, et puis aussi son regard. On l'avait reçu d'ailleurs dans cette émission. C'était quelqu'un qui était très très rock, Didier, qui était en dehors des systèmes, qui était personnel, qui avait un regard sur le football, mais pas que sur le football, sur le monde en général, qui lui était personnel et qui était en marge. Donc il y avait aussi quelque chose de l'artiste chez lui. Le syndicat international des joueurs avec Maradona, c'est quelque chose aussi dont il s'était occupé. Il y a énormément de réactions et vous verrez que beaucoup de gens salueront sa mémoire, ses prochaines minutes, et également l'homme qu'il était. David Lisnard, le maire de Cannes, parce qu'il est cannois, Didier, a écrit il y a quelques instants, j'apprends avec émotion la mort de Didier Roustan, cannois passionné, attaché au rouge et blanc. Il aimait le football, par-dessus tout, le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d'esprit positif et de poésie. Il y a beaucoup de tristesse pour les gens de ma génération, d'abord parce qu'effectivement j'ai travaillé avec lui, puis parce qu'il y avait une modernité qu'il représentait. Je crois que nous sommes avec Frédéric Jaillant, qui était un des piliers de l'équipe Roustan dans ces années 80, lorsque je suis arrivé au service. Je citais Christian Jean-Pierre, Hervé Matou, qui arriveront aussi. Et je crois que Frédéric est avec nous, et Frédéric doit être dans le même état, sans doute, que ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois surpris, bien sûr, et puis peiné, parce que Didier était un ami. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Oui, c'est un choc. Je viens de l'apprendre, le décès de Didier, et c'est douloureux. Quel souvenir vous avez avec Didier ?
C'était un modèle parce que à l'époque de ses premiers pas à la télévision, il était unique. Il est resté toute sa carrière, mais il a apporté un ton nouveau à la télé, moderne, comme vous le disiez. Vous avez fait un très beau résumé de sa carrière. Quelqu'un d'unique, de différent. C'était le Cantona du journalisme, Didier, avec un regard, une vision, un comportement différent de tout le reste de la profession, comme Cantona, toute sa carrière, eu un comportement différent des autres joueurs. Et il avait quitté TF1 d'ailleurs parce que il était en marge un peu. Oui, au moment de la privatisation, les nouvelles valeurs, les nouveaux modes de travail ne lui convenaient plus. Il avait également un rapport particulier avec la notoriété parce que il ne la souhaitait pas forcément. Il était un des jeunes talents de TF1 à cette époque-là et souvent il m'avait dit que c'était Pascal Brognaud, je crois, ou Dominique Cancien à l'époque qui lui avait proposé de faire des variétés parce qu'il incarnait une jeunesse, une nouvelle manière de présenter des émissions à la télé et que lui avait toujours refusé parce que c'était d'abord un passionné de sport et de foot. Un grand passionné de football, il avait un rapport un peu paradoxal avec la notoriété. Il n'aimait pas être mis en avant, mais en même temps, rien ne lui faisait plus plaisir que quand on avait apprécié l'un de ses reportages. Vous vous souvenez à quel point ces reportages étaient différents. Il a inventé un ton nouveau et il aimait que les gens apprécient et reconnaissent ce ton nouveau qu'il avait apporté à la télévision. Et en même temps, il n'aimait pas se mettre en avant, c'est vrai. Mais comme chacun d'entre nous dans ce métier, il faut de cela. Il aimait être reconnu pour ce qu'il faisait. Et c'est vrai que c'est un talent très très particulier. J'ai cité le reportage de Paganelli dont je me souviens. Ouais, j'ai cité le reportage sur José Touré dont je me souviens. J'ai cité un jour, il avait fait la défense du Paris Saint-Germain. Il avait fait, c'était un Fort Knox avec le PSG prenait pas de but et il avait inventé comme ça un reportage où on voyait les joueurs du Paris Saint-Germain grimés, déguisés en soldats et résistants à l'adversaire. Paganelli, je crois qu'il l'avait installé, si je me trompe pas de reportage, dans la surface de réparation. Je crois que c'est Delionis, ça, pour tout vous dire. C'est Delionis. C'est Delionis. Il lui avait dit, c'est votre jardin, voilà. Donc on est dans votre jardin. Oui, c'est ça. Et Paganelli, il lui avait fait jouer de la guitare, etc. Il avait fait découvrir la vraie personnalité de Paganelli, d'ailleurs. Et vous parliez tout à l'heure de France-Portugal qu'il avait commenté avec Michel Denisot. Et je me souviens d'un détail sur le dernier but marqué par Platini, ce but qui soulève le stade Vélodrome. Platini marque un but extraordinaire, mais Tigana fait le boulot. Et Didier, immédiatement, en direct, ça reflète sa personnalité, avait insisté sur Tigana, qui était un peu le faire-valoir de Platini à l'époque, et il aimait mettre en valeur les seconds rôles. Ça lui ressemblait plutôt que les stars. Il aimait mettre en lumière ceux qui avaient fait le boulot pour les stars. Merci Frédéric Jaillant, qui a été évidemment un des piliers de Téléfoot, qui l'a présenté, qui l'a produit pendant ces années-là. Michel Denisot est avec nous également. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. C'était un de vos amis parce que le duo que vous avez formé ensemble, et notamment avec ce fameux match France-Portugal, est resté dans nos mémoires, Michel Denisot. Oui, on avait un lien très fort. J'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant. Vous l'aviez connu à TF1, il était allé d'ailleurs après à Canal+, sans doute, à votre initiative. Je l'ai connu surtout à TF1, il est venu ensuite à Canal+, mais à TF1, on était très proches, puisqu'on faisait un duo de commentateurs pendant plusieurs années, donc on a fait aussi cette fameuse Euro dont vous parlez, avec le match France-Portugal, et il y avait un lien particulier quand on travaille dans nos métiers. On passe beaucoup de temps ensemble, souvent plus qu'avec nos familles, et donc on était proches. Et il y avait une vraie affection, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas obligé d'avoir de l'affection avec les gens avec qui on travaille. On a du respect, et avec lui il y avait de l'affection en plus. Et donc c'est très très difficile aujourd'hui. C'était quelqu'un de différent, on peut le dire comme ça, des gens du métier, quelqu'un de très sensible et un peu écorché vif. Frédéric disait c'est le Eric Cantona de notre métier. Oui, il aimait les joueurs, il aimait Cantona, il aimait Maradona, il aimait les joueurs de ce style à la fois de joueur et de style humain. Et oui, vous avez parlé tout à l'heure, il mettait en valeur celui qui faisait la passe plutôt autant en tout cas que celui qui met le but, et ça résume assez bien sa personnalité. Il était très attaché au football d'avant plutôt qu'au football d'aujourd'hui. C'est ce qu'on entendait.
parce que on se taquinait là-dessus de temps en temps, mais il était habité par la passion du jeu, quoi. C'est vraiment le jeu. Tout le reste, tout le business du foot et tout ça, ça l'intéressait pas vraiment. Il s'y intéressait parce qu'il faut, mais c'était pas sa passion. Sa passion, c'est le jeu. Et il se souvenait d'actions. Il avait une mémoire phénoménale. Je l'appelais l'Alain Decaux du football. C'est-à-dire qu'il avait une mémoire des choses de Cruyff, des très grands joueurs de toutes les époques, depuis les années 80. Et donc, il était un peu nostalgique de ça. Et le foot, c'était vraiment une part très très importante de sa vie. Avec cette nostalgie de ce qu'a représenté aussi l'Ajax et les joueurs, oui. C'est-à-dire la proximité. Il m'avait dit plusieurs fois à Cruyff, il fumait parfois une cigarette à la mi-temps. Et dans cette cigarette, il y a tout un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, il aimait ce monde-là, et le monde d'aujourd'hui, il le côtoyait évidemment, mais il l'aimait moins, et il aimait beaucoup ce monde un peu romantique du football, avec des joueurs qui pouvaient effectivement, comme Cruyff, mais qui avaient un talent immense, et leur talent était... Le jeu à ce moment-là était basé sur le talent. Aujourd'hui, le jeu est basé sur des systèmes, et les talents servent le système. Et alors qu'à cette époque-là, c'était le talent qui faisait les systèmes plutôt que l'inverse. Et c'est ce que Didier aimait. Merci Michel, merci. Et évidemment, on devine votre émotion et votre peine, comme à nous tous d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'était, et Michel a raison de le dire, c'était quelqu'un de très, au-delà d'apprécier, très respecté dans ce milieu, avec son originalité, son caractère, et vous ne trouverez pas de gens qui se soient fâchés avec Didier Roustan. On pouvait ne pas toujours être d'accord avec lui, mais il y avait quelque chose de très singulier, de très particulier dans sa personnalité. Et puis, c'est vrai que ses reportages, Michel Denisot, à l'époque, tranchaient avec ce que faisaient les journalistes habituellement. Oui, il avait un vrai style particulier, et il était très créatif, et ce qu'il faisait se reconnaissait au bout de 10 secondes. Tout de suite, on voyait que c'était signé Roustan. Merci. Et il s'habillait de maillot de foot. Et oui, il avait une collection de maillots de foot, et il avait quelque chose, je disais, de très rock, Didier, et de très original et de très personnel. Et puis une gentillesse aussi, moi je peux le dire, avec les plus jeunes. Très attentionné. Voilà, avec les plus jeunes, vous savez, quand vous arrivez à TF1 en 88, évidemment vous n'êtes pas très bon, par définition, et puis il vous prend par la main, il a un rapport avec vous, un rapport de tendresse, on peut dire, et d'accompagnement. Donc c'est de ça, évidemment, dont je me souviens. Merci grandement, Michel Denisot, d'avoir témoigné ce matin au micro d'Europe 1. Nous sommes avec Dominique Grimaud, peut-être avec Jacques Vendroux également. Nous sommes avec Dominique Grimaud, Dominique que vous connaissez bien sûr, Dominique, et qui a connu Didier. On a de la peine, on a tout simplement de la peine, ce qui est bien normal, parce qu'on aimait Didier. Oui, très franchement, je viens d'apprendre la nouvelle, et je suis
Didier était venu le 6 novembre l'année dernière dans notre émission parce qu'il avait publié un livre qui avait d'ailleurs bien marché et je vous propose de l'écouter. Didier Roustan est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Didier Roustan, Puzzle, ça me fait plaisir, d'autant que forcément vous avez joué un grand rôle dans ma modeste carrière parce que vous êtes le premier qui m'a donné sa chance en m'envoyant à Saint-Brieuc faire un reportage en 1988 pour Plabédec. Donc le fautif, en fait, c'est vous. Eh oui, le grand fautif. Eh ben oui, mais vous. après c'était toi. Tu étais sur les rails. Et c'est toi qui avançais au départ, évidemment. J'avais un côté chef de gare, mais gentil, je pense, quand j'étais ton patron à Téléfoot. Donc. Ça, vous avez toujours été gentil et bienveillant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce métier. Bon, pourquoi ce bouquin ? Parce que j'ai envie de dire, il arrive tard, ce bouquin. Généralement, un bouquin arrive parfois à 45, 50 ans, surtout avec tout ce que vous aviez vécu, et vous aviez toujours rechigné à l'idée d'écrire. Ouais, tu connais un petit peu mon côté aujourd'hui peut-être ou alors demain. Voilà, cette branche-là, c'est mon côté sudiste déjà. Et puis, par ailleurs, je trouvais ça un peu prétentieux, un peu pompeux de parler de soi sur la totalité d'un bouquin, ou presque, puisque quelque part, tu parles de choses que tu as vécues. Alors, chaque fois qu'on me sollicitait, bon, on me sollicitait pas tous les 3 jours et les gens ne dormaient pas devant chez moi pour que je fasse un bouquin, on est d'accord. Mais de temps à autre, je croisais des éditeurs au hasard de la vie qui me donnaient leurs cartes et poliment je disais non parce que pour les raisons que je viens de t'expliquer. Et puis des fois, c'est un peu plus le moment. J'ai descendu mon pont-levis et j'ai posé mes conditions qui étaient OK, mais déjà je vais pas parler de tout ça par ordre chronologique, genre en 76, je pose mon premier pied à Cognac-G et aujourd'hui, en 2023, le pied est à l'équipe, sur la chaîne L'équipe notamment. Je vais brouiller les pistes, quoi, d'où le titre Puzzle. Et c'est l'histoire de, voilà, et pas toujours essayer de pas trop me mettre en avant, et plutôt des gens que j'ai rencontrés, des paysages que j'ai croisés, des matchs, évidemment. En toile de fond, il y a le football, ça va de soi, mais c'est aussi 47 ans de télévision. Donc c'est l'occasion d'expliquer aux gens comment ça se passe en cuisine, sans donner toutes les recettes exactes, mais qui comprennent aussi ce métier et l'évolution de ce métier. Parce que les évolutions des émissions, et notamment sportives, et en particulier football. Et vous pouvez évidemment réécouter, j'imagine, je crois qu'on peut réécouter toujours cette émission sur europe1.fr, oui. Exactement, donc c'est important de le dire sur YouTube. Donc c'était la voix de Didier Roustan, reconnaissable entre mille. Jacques Vendroux, qu'on ne présente pas bien sûr, cher Jacques, et c'est une figure. Elles ne sont pas si nombreuses dans le journalisme de sport, dans le journalisme de football. Il y a Thierry Roland, bien sûr, il y a Jacques Vendroux, il y a Eugène Sacomano, il y a Didier Roustan. C'est une petite poignée de gens qui, sur des années, marquent évidemment les auditeurs ou les téléspectateurs. Jacques Vendroux. Oui, c'est quelqu'un de hors norme. De toute façon, il sortait vraiment de l'ordinaire. Il avait ce côté passionné, il avait ce côté artiste, il avait ce côté provocateur, il avait ce côté professionnel. Et c'est vrai qu'il a travaillé longtemps, vous l'avez dit, à TF1, il a travaillé à Canal, il a travaillé, maintenant il est à l'équipe. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui aimait ce métier. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pensé à lui. Il ne pensait pas qu'à sa gueule, si on peut parler comme ça. Il pensait à lui, il pensait pas à lui, il pensait aux autres. Il aimait les autres, il aimait parler football. Moi, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, je sais pas, il y a 1 mois et demi, c'était à côté de l'équipe. Il me parlait de la grande équipe du Bayern avec Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller. Il me parlait de la finale de 74 entre les Pays-Bas et l'équipe d'Allemagne avec Niskens et Cruyff. Il avait un don de raconter les histoires, je veux dire, d'une manière
passionnante, incroyable, et surtout, au-delà de ce côté vintage qui a vraiment traversé toute sa vie depuis toujours, il était passionné et surtout, il ne se prenait pas au sérieux. C'est-à-dire que quand je l'entends là, il y a quelques secondes sur essayer de le convaincre pour faire son livre, il a fait son livre, je crois, un peu contraint et forcé, parce que peut-être qu'il voulait laisser un souvenir, peut-être qu'il voulait laisser une trace, etc. Mais il n'était pas obsédé par la télévision, il n'était pas obsédé par le fait de commenter des matchs sur TF1 notamment et la finale de. Moi, je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu dans un stade, ça date pas d'aujourd'hui. Il avait commenté la finale de la Coupe du Monde de 94 pour France Télévisions, si mes souvenirs sont exacts. Et bien avec Eric Cantona comme commentateur. Donc, vous voyez, il y avait déjà des associations de personnages qui sortaient un petit peu, comme on dit, des sentiers battus. C'est vraiment un mec extrêmement passionnant. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, ok. Mais je veux dire, c'est surtout un mec passionnant et surtout très attachant. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Vendroux. Je pense que Jean-Michel est avec nous également. Jean-Michel Larquet, en direct du son sud-ouest. Bonjour, cher Jean-Michel. Bonjour, mon cher Pascal. Je disais qu'elles ne sont pas si nombreuses, les icônes qui marquent évidemment le journalisme de football. Vous en faites partie, Jean-Michel, Jacques aussi. J'ai cité Eugène Sacomano, j'ai cité Thierry Roland. Didier était à part et il avait une singularité qui ne s'est jamais démentie à travers les années. Oui, c'était un poète du football, c'était un idéaliste du football. Et il avait révolutionné un petit peu le documentaire. Moi, lorsque j'ai connu Didier, c'est lorsque nous avions été transférés avec Thierry d'Antenne 2, de Feu Antenne 2 à TF1. Et il faisait pour TF1 des documentaires absolument exceptionnels, remarquables. Et celui qui m'avait marqué le plus, c'était un documentaire sur l'enfant de Tarifa, sur Luis Fernandez, avec à la fin Luis Fernandez. Alors on n'avait pas les moyens techniques de faire du photomontage, c'était plus compliqué, mais Luis Fernandez avait la tête d'un tigre et il avait fait un reportage absolument magnifique. Le commentaire ne l'excitait pas trop, c'était pas son truc, parce que je pense qu'il avait envie de vivre le match tranquillement, sans le raconter. Mais par contre, c'était un vrai cinéaste, c'était un vrai journaliste pour raconter des histoires et raconter la vie des footballeurs. Restez avec nous, Jean-Michel, on va marquer une pause, mais ce que vous dites est très juste, vous êtes le premier à le dire d'ailleurs, il mettait en valeur les footballeurs. Et moi je me souviens aussi de ce reportage où on voyait Luis Fernandez courir au petit matin dans Paris sur la musique de Rocky, parce que Rocky était sorti à ce moment-là, et c'était un reportage tout à fait exceptionnel. C'est un metteur en scène, Didier, et pourquoi les sportifs et les footballeurs l'aimaient beaucoup, c'est parce qu'il les mettait en valeur, il les mettait en scène, alors que traditionnellement, le journalisme de cette époque-là était plus classique, disons-le. Il est 11h46, Jean-Michel Larquet est avec nous, tout de suite après la pause. Jean-Michel Larquet est avec nous, on parle évidemment de Didier Roustan et l'originalité de Didier dans ce métier, notamment dans la mise en scène de sujets à l'époque, dans les années 76, 77, 78. C'était assez novateur de prendre un joueur, de le mettre en scène, d'accepter aussi qu'il joue un peu un rôle. On parlait de Luis Fernandez qui s'était fait grimer et puis qu'on voyait, il l'avait fait courir pour un footing le matin sur la Seine, près de la Seine, sur les berges de la Seine. Est-ce qu'il avait, d'ailleurs, vous ne jouiez plus lorsqu'il a commencé, Jean-Michel, à faire ce métier, vous ne l'avez connu que comme confrère, pas comme journaliste et vous joueur de football. Oui, je ne l'ai connu que comme confrère et un petit peu plus précisément lorsque je suis allé sur TF1, mais c'était les années dorées de téléfoot, Pascal, que vous avez connu, et il donnait le tempo parce que lorsqu'il y avait un résumé de match, même quand il faisait des résumés de match, le résumé de match de Didier Roustan, que Didier Roustan avait vu la veille au soir, ne ressemblait en rien au résumé traditionnel. Et il avait ce don, cette qualité. Il avait dû faire des études pour ça, mais il avait surtout cette faculté à être un immense metteur en scène. Et moi, ça va me manquer parce que
J'aimais bien quand il arrivait avec les vieux maillots de Nantes, de Saint-Étienne ou de Monaco sur le plateau de l'équipe. Et puis, il avait une façon de parler tout à fait particulière. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, Pascal. Il commençait souvent ses phrases. On savait ce qu'il pensait, mais il laissait à l'auditeur le soin de terminer la phrase. Souvent, au milieu d'une phrase, Didier s'arrêtait et avait l'impression de dire vous qui m'écoutez, à la fin de la phrase, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. C'est à vous de terminer ce que j'ai commencé, à chacun d'avoir son avis, à chacun d'avoir son opinion. Je dirais, il avait ce don du partage qui était assez exceptionnel. Il partageait tout, sauf les voyages en avion. Parce que j'ai fait une Coupe du Monde en 86 avec lui à Mexico et il ne souhaitait pas, après avoir fait un petit voyage dans un petit avion où nous avions pris l'orage à l'arrivée sur Mexico, il avait décidé rapidement de ne plus faire les voyages en avion. Et donc, c'était Thierry et moi qui faisions les voyages, les déplacements à Puebla, à Guadalajara ou à Léon en avion, et lui restait avec Michel Hidalgo sur Mexico. C'est vrai que dans l'expression, c'était souvent le roi des digressions, Didier, parce que sa parole était très nuancée. Je vais vous remercier grandement, Jean-Michel. C'est vrai que c'est une époque aussi, Didier Roustan, une époque de plus grande proximité, disons-le, entre les journalistes et les joueurs, qui existent moins aujourd'hui. Et puis, il avait quelque chose que n'ont pas tous les journalistes de football, c'est-à-dire qu'il jouait bien au foot. Pas comme un professionnel, mais c'était un bon joueur. Très bon milieu de terrain, oui. Voilà, et il le connaissait plutôt bien, alors que parfois, il y a des journalistes de football qui parlent football, et puis vous les voyez avec un ballon dans les pieds, et vous comprenez qu'ils n'ont... poule avec un couteau, oui, voilà, exactement. Vous comprenez qu'ils n'ont jamais touché un ballon de leur vie. Bon, on ne citera pas de nom, bien évidemment. Cher Jean-Michel, je vous embrasse tendrement, vraiment, parce que je sais Pascal, votre émotion, comme Anissa Dadi qui nous a rejoints et que vous connaissez évidemment. Et Anissa, elle avait un lien très particulier avec Didier, parce que lorsque tout à l'heure je suis rentré dans le studio et que je vous ai annoncé son décès, j'ai vu votre peine et votre chagrin, parce que vous avez travaillé avec lui et il me l'avait dit, Didier, plusieurs fois. À chaque fois, il me disait embrasse Anissa. Quand je l'avais assez souvent, et il avait un lien particulier avec vous. J'ai du mal à réaliser, Pascal, je suis désolée. Quand on m'a annoncé que j'allais faire l'émission avec Didier Roustan, la direction d'Europe 1 m'appelle et me dit voilà, tu vas faire une émission qui s'appelle Y'a pas péno, animée par Thomas Touroud, et autour de la table, il y aura Didier Roustan. En fait, je connaissais le grand monsieur que c'était, mais c'est mon père qui m'a appelé et m'a dit « Anissa, tu te rends compte, tu vas côtoyer une légende ». Et effectivement, c'était une légende dans notre métier, mais c'était surtout un être humain d'une gentillesse. Il m'a appris, on a partagé, on a ri, il avait une autodérision, parce que c'était un personnage, il était punk, il s'habillait pas comme tout le monde, il voyait pas la vie comme tout le monde, et on aimait rire de ça avec lui, il en riait, et c'est difficile de se dire que cet homme qui n'avait que de la bonté en lui, qui aimait les gens, se dire qu'il est parti, c'est vraiment... C'est inimaginable, parce qu'il a su faire aimer le foot à tout le monde, parce qu'il vulgarisait le foot. Alors vous parliez de ses digressions, Didier Roustan, il faisait des résumés, il racontait le foot sur YouTube. Allez voir ses vidéos. Son résumé était plus long que le match. Il faisait des résumés qui faisaient 1h30, 2 heures, et on apprenait tellement, parce qu'il parlait pas que de foot, il parlait aussi de musique. Il adorait Crosby, Stills, Nash & Young. Il parlait c'est du folk américain. Les grands connaisseurs connaissaient ça. Il vous racontait l'Amérique latine. Et puis quand on s'est rencontrés, il a été très étonné qu'une jeune fille comme moi soit amoureuse du FC Sochaux. Je lui ai raconté mon histoire, mon parcours. Et ce que je vais retenir aujourd'hui, c'est que j'ai un magnifique vinyle qu'il m'a offert. Alors, c'est l'hymne du FC Sochaux qu'il avait chez lui, il me l'a offert. Et voilà, c'était ça, Didier. C'était un romantique, c'était un amoureux de la vie, du foot, c'était un amoureux de la SCAN. Et c'était la bonté incarnée. Il avait tout le temps le sourire. Je n'ai jamais vu Didier, de toutes ces années où je l'ai côtoyé, je n'ai jamais vu Didier râler. Il était fantasque, il était dans son monde, mais c'était un être unique. Et d'ailleurs, quand vous dites qu'il était dans son monde, il était dupe de rien. Il n'aimait pas
forcément ce monde des médias. Il n'aimait pas le monde du football actuel tel qu'il est devenu. Absolument. Mais il avait un jugement et une expertise très précise sur les hommes comme sur le système. Et comme il y a quelque chose chez lui de l'ordre de la pureté, disons-le, d'une forme d'intransigeance, de quelqu'un qui ne veut pas négocier avec les uns et les autres, eh bien ça les met parfois un peu à part, forcément, de nos métiers, parce que cette intégrité-là, parfois, tu la payes cher, Anissa. Et parfois, il y a des compromis qu'il faut savoir faire avec les directions. Forcément, j'ai parlé de TF1 tout à l'heure et j'y étais à TF1. Je sais très bien comment ça pouvait se passer. Il y avait, je crois que c'est Patrick Lelay qui avait dit un jour, les stars de la chaîne, c'est Michel Drucker, c'est Patrick Poivre d'Arvor, mais c'est aussi l'Olympique de Marseille. Donc à partir du moment où on dit ça, ça peut heurter journalistiquement. Puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'OM joue mal, on le dit pas, ou on le dit pas de la même manière, etc. Et Didier, il a une forme d'intégrité là-dessus. Il n'aimait pas ça parce que c'est quelqu'un qui est épris de justice par-dessus tout et qui déteste l'injustice. Donc ces personnalités-là, tout entières là-dessus, qui ne négocient pas. Oui, c'est un être pur. Vraiment, voilà, donc ça peut créer parfois des difficultés. L'émission a duré combien de temps? On a fait une saison, ça s'appelait Y'a pas Péno, mais on a vécu des choses folles pendant cette saison. On est allé à Nantes, on est allé à Caen, on est allé au FC Sochaux, et je peux vous dire que suivre un match avec Didier Roustan à votre droite dans les tribunes, ça aussi c'était quelque chose d'unique, parce qu'on vit pas le match comme tout le monde. L'émission était à 16h tous les jours en quotidienne. 16h, 17h. C'était la première émission qui avait remplacé Laurent Ruquier lorsqu'il était parti. Il y avait eu entre-temps l'émission de Cyril. Il y avait eu Cyril avec les pieds dans le plat. Ensuite, Thomas Touroud est arrivé. Et c'était une émission très drôle. En fait, le but, c'était de ne pas parler aux spécialistes du foot. C'était un grand jeu sur le foot, avec beaucoup d'humour. Il y avait Thomas Touroud, il y avait Julien Cazard, il y avait Didier Roustan, 3 personnalités fortes et à la fois complémentaires et différentes. Et on a passé une année formidable à recevoir des amoureux du foot et à parler à tout le monde. Je reçois un petit message à l'instant de Carl Olive, et on va l'appeler Carl Olive, on va l'appeler juste après la pause, parce qu'il le connaissait bien et il souhaitait également rendre hommage à Didier Roustan. Merci pour votre émotion, Pascal. Anissa, merci beaucoup, et chacun connaît votre émotion, les auditeurs bien sûr. Merci Pascal, merci pour lui. Et à 12h01, ça fait 1 heure que nous parlons de Didier. On va encore en parler quelques minutes. Toute notre actualité évidemment a été chamboulée. Je pense que c'est quelqu'un qui marque la télévision bien au-delà et la radio bien au-delà de son secteur d'activité qui était le sport et le football. Donc on va en parler encore avec 1 ou 2 témoignages, et puis ensuite nous parlerons de l'actualité telle que nous devions aujourd'hui l'évoquer. À tout de suite.